Eh bien, aujourd'hui, nous sommes lundi 27 juillet et j'ai le grand honneur, le véritable honneur, d'accueillir sur notre chaîne une personne dont nous voulions vous faire entendre la voix, parce que c'est une voix différente et c'est une voix respectée. Elle a une perspective différente sur tout ce dont nous avons parlé. Elle s'appelle Sabrina. Vous l'avez vue, vous avez probablement entendu parler d'elle, notamment grâce à la chaîne YouTube très populaire qu'elle anime. Mais désormais, elle interviendra régulièrement sur notre chaîne tous les lundis à 17h30, heure de l'Est, et nous ferons entendre sa voix à l'ensemble de notre audience, qui est mondiale. Et merci beaucoup pour votre soutien. Nous figurons désormais parmi les chaînes les mieux classées, alors même que nous n'existons que depuis 6 semaines, ou même moins de 6 semaines. Sabrina est avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue et vous avez la parole. Je vous en prie, allez-y. Vous êtes libre d'aborder tout ce que vous estimez que notre audience doit entendre. Donc, l'élément majeur qui se passe en ce moment concernant l'Iran, c'est qu'il semble que la situation ait franchi un tout nouveau cap. Et c'est parce que l'Ukraine est impliquée. Je ne sais pas si tout le monde l'a entendu, mais Zelensky a confirmé que l'Ukraine avait frappé un navire iranien dans la mer Caspienne. C'est évidemment une violation directe. Zelensky accorde de nombreuses interviews. Il en a récemment donné une à Laura Loomer, une soi-disant influenceuse aux États-Unis, très intégrée à l'administration Trump, qui a un accès direct et qui fait également partie des journalistes au Pentagone. Zelensky affirme désormais, officiellement, que l'Iran va attaquer l'Ukraine. Évidemment, je n'y crois pas, mais selon moi, cela nous pousse dans la direction d'une troisième guerre mondiale. À l'heure actuelle, l'Ukraine est toujours en guerre contre la Russie, une guerre qu'elle n'est pas en train de gagner. Cette guerre dure depuis des années. Et tout à coup, l'Ukraine se retrouve comme par hasard avec la puissance de feu nécessaire pour attaquer un navire iranien. Je veux simplement que tout le monde comprenne que lorsque ces navires circulent, que ce soit en mer Rouge, dans le détroit d'Ormuz ou en mer Caspienne, ils sont identifiables. Zelensky se fonde sur ce qu'il pense que l'Iran pourrait faire, et non sur quelque chose que l'Iran a fait. L'Iran n'a pas attaqué l'Ukraine, mais je pense qu'ils essayent de pousser l'Iran à répondre. Heureusement, l'Iran ne l'a pas fait. Ils ont décidé de ne pas le faire. Ils ont tout de même publié un communiqué disant qu'il s'agit d'une violation directe et que, bien évidemment, vous savez, nous prenons ça très au sérieux. Ne recommencez pas. Mais que se passe-t-il si Zelensky choisit d'attaquer à nouveau un navire iranien? J'ai l'impression qu'ils essayent de pousser l'Iran à riposter contre l'Ukraine. Et si les gens se demandent pourquoi ils voudraient faire ça, eh bien, je dirais que c'est évidemment pour obtenir davantage de soutien, pour que l'Ukraine reçoive davantage de soutien, pour que certains autres pays de l'OTAN interviennent et défendent l'Ukraine. Et c'est là que, selon moi, nous allons rencontrer des problèmes aux États-Unis avec ce récit. La majorité des Américains, d'après le sondage actuel, ne soutient pas la guerre contre l'Iran. C'est le cas dans tous les camps, quel que soit le parti politique. C'est vraiment très mauvais pour l'administration Trump. La majorité des Américains ne soutient pas Israël en ce moment. En revanche, la majorité des Américains soutient toujours l'Ukraine. Et si Zelensky continue à faire pression ou essaye de frapper un autre navire iranien et que l'Iran répond, ce que j'espère qu'il ne fera pas, mais s'il répond, alors je pense vraiment que cela pourrait être la manière dont l'administration Trump tenterait d'amener les Américains à soutenir cette guerre. Et encore une fois,
Cela revient au fait que beaucoup d'Américains soutiennent toujours l'Ukraine. Beaucoup d'entre eux n'ont pas entendu l'autre version, le point de vue russe. Beaucoup d'entre eux pensent que la Russie est simplement entrée en Ukraine pour l'attaquer et que l'Ukraine est prise en otage par la Russie. Beaucoup ne connaissent pas les accords de Minsk. Ils ne savent rien du coup d'État de l'OTAN en 2014. Et je pense que c'est là que nous risquons d'avoir des difficultés avec les médias traditionnels et le récit qu'ils diffusent ici, en Occident. Il y avait un marin à bord de ce navire iranien qui a été tué. Donc pour l'instant, l'Iran fait preuve de beaucoup de retenue en ne répondant pas à l'Ukraine. Mais Zelensky donne actuellement des interviews dans lesquelles il dit que l'Iran va attaquer l'Ukraine et que la Corée du Nord va aussi attaquer l'Ukraine. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous se demandent, est-ce que cela va dégénérer en troisième guerre mondiale? Eh bien, Sabrina, c'est une information très, très utile que notre public et le monde entier doivent entendre. Parce que sinon, tout ce qu'ils entendent, ce sont les médias d'entreprise. Tout ce qu'ils entendent, c'est de la propagande. Tout ce qu'ils entendent, c'est ce que l'oligarchie veut que tout le monde sache. C'est la raison pour laquelle nous avons créé cette chaîne, et c'est la raison pour laquelle nous vous avons invité ici. C'est une information extraordinairement importante que nous n'avions pas traitée auparavant, et je suis très heureux que vous l'ayez abordée. Et juste avant le début de l'émission, je vous ai parlé du fait que nous avons eu le privilège d'apprendre par des personnes à l'intérieur de Téhéran que l'actuel guide suprême a obtenu non pas une fatwa, puisqu'il n'en a pas besoin, mais l'accord d'un dirigeant très respecté, d'une personnalité de la religion chiite, selon lequel il n'est pas tenu d'honorer l'héritage de son père en respectant la fatwa de ce dernier qui interdit de développer des armes nucléaires. Et ce qu'on lui a dit, d'après des informations que nous estimons fiables, c'est que pour protéger votre peuple, pour protéger la vie des personnes dont la vie vous est confiée, vous pouvez effectivement aller de l'avant et développer des armes nucléaires. Et, Dieu nous en préserve, si vous y êtes contraint, vous pouvez même les utiliser. Cela dit, il n'a pas déclaré qu'il allait utiliser des armes nucléaires. En fait, il a entretenu une ambiguïté très, très délibérée sur ce point. Il dit, si nous y sommes contraints, si notre existence est menacée, nous ferons tout ce que nous devrons faire. Alors, que l'Ukraine pousse l'Iran à ce stade, alors que l'Iran est clairement en train de gagner la guerre contre les États-Unis, je ne vois pas du tout en quoi cela peut avoir le moindre sens. C'est vrai. Je sais que ce n'est vraiment pas le cas. Je sais que Zelensky a déjà demandé à rejoindre l'OTAN. Cette demande n'a pas été acceptée. Je pense que c'est au final son objectif. Mais je pense aussi que c'est l'objectif du gouvernement des États-Unis. Mais au final, si l'Ukraine est attaquée, je pourrais voir d'autres alliés de l'OTAN, comme l'Allemagne et le Royaume-Uni, choisir de s'impliquer pour protéger ou aider l'Ukraine. Je pense aussi qu'il est important que les gens sachent que Zelensky a envoyé des soldats ukrainiens en Israël pour les aider, pour les aider à combattre l'Iran. Ce qui est intéressant, étant donné qu'en Ukraine, ils n'ont en réalité pas assez de soldats, alors qu'ils en ont besoin. C'est pour ça qu'ils enrôlent des gens dans la rue et leur disent d'aller se battre. Je crois que l'âge moyen des soldats est maintenant autour de 40 ans. Ils sont tout simplement en train de manquer de gens pour combattre dans cette guerre. Mais ils ont réussi à trouver des gens à envoyer en Israël et pour aider à attaquer l'Iran. Donc, ce que je veux vraiment que beaucoup de gens en Occident comprennent, parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, beaucoup de gens en Occident soutiennent toujours l'Ukraine. C'est que Zelensky est très aligné sur Israël, il est très proche de Benjamin Netanyahou.
D'ailleurs, on a rapporté lundi que Donald Trump allait avoir une réunion avec Netanyahou et avec Zelensky. Donc on parle ici, comme Trump l'a dit, de l'Eurasie. C'est intéressant qu'il emploie soudainement ce terme, mais c'est censé être le sujet de ces discussions. Je suis très préoccupée par la venue de Netanyahou ici. Il sera à Washington, à la Maison-Blanche, mardi. Et apparemment, il va aussi se rendre à l'ONU à New York. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu beaucoup d'opposition à la venue de Netanyahou à New York. Le nouveau maire de New York, Zoran Mamdani, a très clairement dit qu'il voulait arrêter Benjamin Netanyahou s'il venait à New York. Malheureusement, sur le plan juridique, la loi ne permet pas à un maire d'arrêter un dirigeant de pays qui se rend à l'ONU, même lorsqu'un mandat d'arrêt a été émis contre lui. Alors, suivez de très près ce qui va se passer aux États-Unis cette semaine, parce que je pense que ça va être une période vraiment tendue. J'imagine qu'il y aura beaucoup de manifestants quand il viendra à Washington, mais aussi s'il va à New York pour essayer de s'exprimer devant l'ONU. Netanyahou a déclaré qu'il venait aussi ici pour remercier Trump d'avoir accepté le NDAA. C'est le texte de loi qui vient tout juste de passer au Congrès. Il a été adopté à la Chambre des représentants. Thomas Massie et Ro Khanna, ces élus de la Chambre, se sont exprimés très fermement contre ce texte et ont averti les gens. Nous ne pouvons pas adopter cette loi. Cette loi fusionne essentiellement l'armée et la technologie américaine avec celle d'Israël. Elle passe donc de la Chambre des représentants au Sénat. Ils ont déjà les voix au Sénat. Je n'ai même pas besoin de vérifier, vu qui reçoit de l'argent du lobby pro-israélien. Ils ont déjà ces voix. Mais c'est une période très inquiétante pour nous ici aux États-Unis. La majorité des Américains ne veulent pas que cette fusion avec Israël ait lieu. Et je pense que beaucoup d'entre nous ont le sentiment d'être tout simplement impuissants à ce stade. Mais nous voyons les choses s'intensifier à un niveau que même moi, je n'aurais pas pu prévoir plus tôt dans cette relation que les États-Unis entretiennent avec l'État d'Israël. Eh bien, Sabrina, tout à l'heure, vous avez dit que cette guerre en Iran n'est pas populaire. Je suis assez âgé pour me souvenir des manifestations contre la guerre du Vietnam, Sabrina. J'étais étudiant ici, en Californie, en premier cycle, vous savez, et j'ai vécu toutes les manifestations qui avaient lieu à l'époque. Vous en avez peut-être lu l'histoire dans les manuels. C'était des manifestations énormes, énormes. Et cette guerre n'était pas populaire. Mais vous n'avez peut-être pas connaissance du fait suivant. Même au moment où des Américains étaient évacués par un hélicoptère américain depuis le toit d'un immeuble, la guerre contre le Vietnam était plus populaire que la guerre contre l'Iran. Ce qui veut dire que la guerre en Iran est en réalité encore moins populaire qu'à ce moment-là, quand les États-Unis menaient une guerre très impopulaire au Vietnam. Cette guerre n'est donc pas populaire. Non seulement elle ne l'est pas, mais les États-Unis ont en fait épuisé leurs munitions intelligentes. Ils n'ont plus de bombes intelligentes. Ils ne sont plus capables de fabriquer des missiles guidés, tout simplement parce que les terres rares nécessaires pour atteindre ce niveau de guidage viennent de Chine. Et bien sûr, la Chine n'a aucun intérêt à en fournir aux États-Unis en ce moment. Donc, même si le Pakistan est la vitrine de la médiation, c'est la Chine, en tant que principal soutien du Pakistan, qui détient les cartes. Trump est donc en gros piégé. Il est piégé par sa propre rhétorique. Il est piégé par sa propre imprudence. Il avait un protocole d'accord. Il aurait simplement pu l'appliquer. Mais bien sûr, vous savez, il est incapable de faire quoi que ce soit de ce qu'il promet. Alors, il a dû dépenser beaucoup plus de milliards de dollars, tuer beaucoup plus de milliers de personnes, détruire ce qui restait des bases américaines,
Et il n'y a en fait plus rien là-bas aujourd'hui et déclenché cette escalade. Alors, espérons que l'escalade ait maintenant pris fin. Espérons que Trump comprenne qu'il n'a aucune porte de sortie. Mais avec Netanyahou qui arrive ici, je veux dire, cet espoir ne repose pas sur des bases très solides. C'est vrai. Et Donald Trump ne suit pas les conseils des généraux qui lui sont proches, ceux qui restent parce qu'ils en ont renvoyé environ 11. Et récemment, selon ce qui vient d'être rapporté, l'un des généraux a dit à Donald Trump, « Vous ne pourrez pas gagner cette guerre, vous devez vous retirer. » Trump se montre très obstiné sur ce sujet. Pete Hegseth va lui aussi dans ce sens. Et je ne pense pas que les gens comprennent le nombre de victimes parmi les soldats américains au Moyen-Orient. Les chiffres ont été massivement sous-déclarés. Ils commencent tout juste à dire aux gens qu'il y a eu plus de 600 victimes parmi les militaires américains au Moyen-Orient, alors que Donald Trump et Pete Hegseth essayent de maintenir ce chiffre sous les 20. Donc, un certain nombre de personnes ont été tuées ou blessées, et ils ne disent tout simplement pas la vérité au peuple américain à ce sujet. L'autre problème que nous avons aussi, premièrement, c'est qu'il n'y a évidemment plus de conscription aux États-Unis. Le recrutement militaire n'est plus ce qu'il était. Beaucoup de jeunes Américains ne veulent pas rejoindre l'armée parce que la génération Z, en particulier, a tendance à être davantage opposée à la guerre. Et ils ne sont tout simplement pas prêts à s'engager pour évidemment aller tuer des gens à l'étranger. Nous avons donc plusieurs problèmes. Il y a le problème des armes. L'Iran, en fait, je crois que le chiffre est maintenant de 43, a réussi à abattre 43 avions et drones des États-Unis. Nous avons un problème d'armement et nous avons aussi un problème de recrutement militaire. Donc franchement, la situation ne s'annonce pas bien pour les États-Unis, mais aussi pour l'Occident. Le Royaume-Uni a également joué un rôle là-dedans. Ils sont restés plutôt discrets là-dessus. Mais des armes ont aussi été tirées depuis le Royaume-Uni en direction de l'Iran. Les États-Unis les ont également utilisées. Mais c'est une situation dans laquelle Donald Trump n'aurait jamais dû entraîner l'Amérique, ni le monde. Et je pense qu'une grande partie de tout cela tient à l'ego. Une autre partie tient aux promesses qu'il a faites à Benjamin Netanyahou et bien sûr à l'une de ses principales donatrices, Myriam Adelson. Il n'y a aucune chance que les États-Unis gagnent cette guerre contre l'Iran. C'est pour ça que Donald Trump pousse certains autres alliés de l'OTAN à se joindre à eux et à essayer d'aider. Mais même s'ils le font, je pense que ce ne sera qu'une question de temps avant que la Russie ou la Chine ne doivent s'impliquer pour aider l'Iran. C'est une période dangereuse et on s'aventure en terrain dangereux. La meilleure chose que les États-Unis puissent faire, c'est d'accepter les conditions de l'Iran, parce que, comme vous le dites, nous n'avons pas les cartes en main. Accepter les conditions de l'Iran, prendre du recul et se retirer complètement de cette affaire. On parle d'un pays qui vient de perdre toute une école de petites filles parce que les États-Unis, avec notre arme, le missile Tomahawk, ont entièrement bombardé cette école. Je dirais que, compte tenu du fait que les États-Unis bombardent, vous savez, l'école Manav, et que selon les reportages de Max Blumenthal sur place, ils bombardent aussi des immeubles résidentiels, tuant tous ces civils, je dirais que l'Iran a en réalité fait preuve d'une certaine retenue. Vous avez tout à fait raison de le dire. Et rappelons aussi à notre public que Mojtaba Khamenei, l'actuel guide suprême, qui est le fils d'Ali Khamenei, le dirigeant qui a été tué conjointement par Israël et les États-Unis, a perdu sa femme et sa jeune fille lors de ce raid mené par les États-Unis contre le complexe où il vivait. Donc l'actuel guide suprême a perdu des membres de sa famille proche, sa femme et son enfant ont été tués, et lui-même a été blessé. Je veux dire,
Il se rétablit maintenant. Il fait donc preuve d'une très grande retenue. Moi, je ne serais pas aussi retenu à sa place. Et pour couronner le tout, le cri qui est monté de la cérémonie funéraire, forte de 4 millions de personnes, c'était « vengeance, pas négociation ». Vengeance, répété encore et encore. Je veux dire 4 millions de personnes. Personne au monde, dans toute l'histoire du monde, n'a jamais vu 4 millions de personnes se présenter à une cérémonie funéraire. Et c'est le pays de l'Iran. Ils sont donc unis. Ils sont déterminés à ne pas laisser les États-Unis profiter d'un répit pour revenir les frapper de nouveau. Donc la situation sur le terrain en ce moment, Sabrina, c'est la suivante. Toutes les bases américaines qui étaient utilisées pour attaquer l'Iran, et c'est important, sont toutes hors service à l'heure actuelle. Les États-Unis ne peuvent pas les utiliser. Il n'y a pas de radar. Nous l'avions signalé sur cette chaîne la dernière fois que nous étions là, avec mes 2 autres collègues, Pepe et Larry. Les États-Unis sont aveugles. Pas de radar. Ils faisaient donc voler des radars dans les airs sur leur Poséidon. Voilà où en sont les États-Unis en matière de préparation militaire. Alors, pour que les Américains y retournent encore une fois, je n'ai aucune idée de la manière dont ils vont s'y prendre. Je ne comprends vraiment pas ça. Peut-être que vous comprenez, mais moi non. Et s'ils y retournent, ils vont faire monter les enchères. Mais le véritable atout est entre les mains de Mojtaba Khamenei. Il peut opter pour le nucléaire à tout moment. La capacité des États-Unis à réduire les capacités de l'Iran dans le domaine nucléaire a été nulle. Je veux le répéter, nulle. Tous les bombardements n'ont rien accompli. Cet uranium est enfoui si profondément sous une montagne qu'aucun bombardement ne pourra l'atteindre. L'Iran a accéléré tout cela. C'est ce que révèle notre enquête exclusive. L'Iran a accéléré tout cela. Mojtaba a déclaré « Eh bien, préparez-vous, mais c'est moi qui prendrai la décision finale. » Le Majlis a déclaré à l'unanimité « Nous voulons que vous ayez cette capacité. » Donc ce sont eux qui détiennent l'atout. Trump n'a aucune carte. Oui. Je pense qu'il est important que les gens sachent aussi que Donald Trump pensait au départ que le peuple iranien était divisé. Pete Hegseth et quelques autres proches de lui ont donc expliqué que s'il renversait l'ayatollah Khamenei, cela provoquerait des troubles en Iran et mènerait à un changement de régime, que le peuple se soulèverait et dirait « D'accord, laissons l'Occident entrer et installer sa marionnette, la personne qu'il veut mettre au pouvoir. » Je pense qu'ils croyaient que cela se passerait assez facilement, comme au Venezuela, lorsqu'ils sont intervenus et ont enlevé Nicolás Maduro. Sans se rendre compte de l'immensité de l'Iran, ni du nombre de personnes qui y vivent réellement, et du fait que l'Iran se préparait à ce jour depuis longtemps, parce qu'ils savaient qu'à un moment donné, les États-Unis et Israël essaieraient d'attaquer, parce que l'Iran fait partie de la résistance. Au final, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont tué l'ayatollah Khamenei pour provoquer ensuite un rassemblement encore plus fort de la population. Donc, lors de cette procession funéraire, Donald Trump a déclaré qu'il était confus parce qu'on lui avait dit qu'il n'aimait pas l'ayatollah Khamenei. C'était faux. Des gens lui ont donc fourni des informations erronées. Et je pense que Trump a été plutôt embarrassé de voir toutes les personnes présentes à ses funérailles. Et puis mentionnons aussi tous les autres pays qui étaient présents à ses funérailles. La Chine a envoyé une délégation, l'Arabie saoudite aussi. Ils se sont tous réunis pour montrer qu'il s'agissait de quelqu'un qu'ils admiraient et appréciaient réellement. Et ça a été embarrassant pour le gouvernement des États-Unis. Bon, Trump ne vous le dira jamais, mais d'après ce que disaient les gens sur place, c'était une humiliation totale parce qu'on avait dit aux gens exactement le contraire. Toutes les autres tentatives de renversement qu'il a essayé de provoquer ont échoué.
Il a essayé d'armer les Kurdes pour qu'ils entrent en action contre le peuple iranien et provoquent une sorte de trouble. Ça ne s'est pas produit. Maintenant, il parle d'essayer d'armer des Syriens et de les faire entrer pour qu'ils fassent la même chose. Ça n'a pas vraiment l'air de se produire. Rien ne se passe comme on lui avait dit que ça se passerait. Et en assassinant l'ayatollah Khamenei, ça a ouvert la voie, évidemment, à son fils. Or, son fils n'est pas aussi réservé que l'était l'ayatollah Khamenei. Donc en fait, le gouvernement américain aurait mieux fait de garder l'ayatollah Khamenei exactement là où il était. Parce que, comme je l'ai dit, il était un peu plus mesuré. Il était un peu plus disposé à dire « Bon, voyons, écoutons-les, voyons ce qu'ils ont à dire ». Son fils est d'une autre génération et il n'est pas aussi réservé que son père l'était. Très, très grosse erreur de la part de l'administration Trump, avoir supposé que le peuple iranien méprisait l'ayatollah Khamenei. Énorme erreur de calcul. Et il n'y a pas de retour en arrière possible. Il y a une raison pour laquelle, encore aujourd'hui, vous savez, la majorité des Américains sont opposés à ça. Et je me souviens, quand les médias occidentaux détenus par de grands groupes montraient ici le cortège funèbre, les commentateurs étaient tellement choqués par le nombre de personnes dans les rues. Ils n'arrivaient pas à y croire, parce qu'ils avaient, vous savez, écouté les mensonges racontés sur l'Iran. Donc Donald Trump est dans une situation où il ne peut pas gagner. La seule façon pour lui de s'en sortir, c'est de se retirer de cette guerre et de dire simplement « Voilà, c'est fini. Vous savez, nous n'allons rien faire de plus. » Il y a aussi une certaine hypocrisie qui est désormais mise sur la table, parce qu'il est maintenant en négociation avec l'Arabie saoudite, en disant qu'il faut les autoriser à enrichir de l'uranium, leur permettre d'avoir une forme quelconque de capacité nucléaire. Alors les gens, même certains de ceux qui ont voté pour Donald Trump, voient cette hypocrisie. Ils disent « Mais je croyais que vous aviez dit que l'Iran ne pouvait pas avoir d'armes nucléaires. Et maintenant, vous dites que c'est acceptable que l'Arabie saoudite en ait une. » Les gens commencent à voir les mensonges que Donald Trump leur a servis. Et ça m'amène à la mer Rouge. L'Arabie saoudite ne passe pas une bonne semaine. Ansarallah a frappé, ils ont touché 2 navires saoudiens. Et surtout, cette raffinerie de pétrole, Aramco. C'est très important. Cette installation transfère du pétrole vers la Chine, le Japon et bien sûr les États-Unis. Et j'ai vu toutes les vidéos. C'était une attaque énorme. Même si pour l'instant, nous savons que les États-Unis ont cessé de tirer, même s'ils parviennent à un quelconque accord à l'avenir, et je ne suis même pas sûr que l'Iran soit disposé à le faire à ce stade, et on ne peut pas les en blâmer, il faut maintenant aussi gérer la question d'Ansarallah, parce que l'Arabie saoudite a attaqué l'aéroport de Sanaa. C'est pour cela qu'ils échangent des frappes. Ils viennent donc de déclencher un effet domino. On fait face à la situation pétrolière à cause d'Ormuz, mais maintenant, on y fait aussi face à cause de la mer Rouge. Tout cela aurait pu être évité si les États-Unis et Israël n'avaient pas frappé l'Iran. Eh bien, Sabrina, pour que notre public comprenne vraiment l'ampleur du désastre, avant que tout cela n'arrive, le détroit d'Ormuz était ouvert. Les navires faisaient des allers-retours, vous savez, sans aucun problème. Le pétrole circulait dans les 2 sens, les engrais circulaient. L'hélium, si essentiel à la fabrication des puces électroniques, circulait aussi. Et maintenant, tout cela s'est arrêté. Complètement arrêté. Plus rien ne circule. Voilà ce que Trump a accompli en dépensant Dieu sait combien de centaines de milliards de dollars, en tuant des milliers et des milliers de personnes, en détruisant toutes ses bases. Et maintenant, si la voie de la mer Rouge se ferme elle aussi, il n'y aura plus aucun passage par lequel le pétrole du Moyen-Orient pourra arriver ici ou ailleurs dans le monde. Voilà ce que ce génie à la Maison-Blanche a accompli. Et tout ce qu'on obtient de lui,
ce sont des vociférations. Vous savez, encore plus de conneries, encore plus d'absurdités, encore plus de paroles, encore plus de menaces. Mais heureusement, depuis un jour ou deux, il s'est calmé. Alors vous pensez qu'il va rester calme? Je pense que ce sera seulement pour peu de temps, parce qu'avec cette visite de Netanyahou, je suis sûre que la discussion va porter sur la manière dont il pourrait encore attaquer l'Iran. Il a été question d'envoyer des troupes au sol, ce qui serait une mission suicidaire pour les États-Unis. S'ils envoient des soldats sur le terrain, là-bas, je suis sûre que l'Iran les attendra de pied ferme. Ce n'est même pas comparable. Si on parle du nombre de troupes qu'ils peuvent envoyer et des capacités militaires de l'Iran. L'une des choses que j'ai remarquées, c'est que certaines de ces armes filmées en vidéo sont très avancées. Même l'administration Trump a dit qu'elle n'avait pas réalisé que l'Iran disposait d'armes ou de missiles balistiques capables de se déplacer aussi vite. J'ai vu en vidéo des missiles qui ont changé de direction à la toute dernière minute, avant même de s'approcher du sol, pour atteindre leur cible. Donc, ils ne sont pas préparés à ça. Mais ils essayent aussi de faire valoir que des gens devront peut-être mourir, parce qu'il est important d'empêcher l'Iran d'obtenir une arme nucléaire. Ils sont prêts à sacrifier des soldats américains. Ils sont prêts à sacrifier, bien sûr, évidemment, les civils qui se trouvent en Iran. Ils s'en moquent vraiment. Mais c'est une guerre qu'on ne peut pas gagner. Alors les gens demandent, quel est l'intérêt au juste? Eh bien, l'intérêt, ce n'est pas forcément de gagner. Et c'est quelque chose dont Julian Assange a déjà parlé. Le but, c'est pas de gagner. Le but, c'est de continuer à faire revenir de l'argent vers le complexe militaro-industriel aux États-Unis, vers les fabricants d'armes comme Lockheed Martin ou Raytheon, par exemple. C'est tout l'enjeu. C'est une question de profit. S'il n'y avait pas de motivation financière là-dedans, je dirais qu'il n'y aurait pas de guerre. Donc l'objectif, ce n'est pas forcément de gagner. Et je pense que beaucoup d'entre nous l'ont appris avec la guerre en Irak, non? Toutes ces personnes qui ont été tuées, et on nous disait que c'était à cause des armes de destruction massive. Tellement de choses différentes se sont produites au fil des années. La guerre en Afghanistan a été un échec pour les États-Unis, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas d'où les gens ont sorti cette idée qu'elle pouvait être gagnée, mais non. Au fond, ce n'est pas l'objectif. Il y a maintenant des appels à anéantir l'Iran. Cela voudrait dire utiliser une arme nucléaire. Ils parlent donc même d'éliminer tout le monde, vous savez, tous ensemble. Et je suis là pour vous dire que si cela arrive, si le gouvernement américain utilise une arme nucléaire en Iran, le monde ne sera plus jamais le même. Je pense que ce sera le jour où même certains alliés de l'OTAN pourraient se retourner contre les États-Unis. Eh bien, Sabrina, vous venez de dire beaucoup de choses. Et comme j'ai accès à certaines informations qui, je le crois, ne sont absolument pas rapportées par les médias traditionnels, même s'ils les avaient, ils ne les rapporteraient pas. Une grande partie n'est pas non plus rapportée par les médias indépendants parce qu'ils n'ont pas l'accès privilégié que nous avons l'honneur d'avoir. L'Iran a préparé, vous seriez surpris, 1 million de soldats. 1 million. Il y a l'armée régulière, les gardiens de la Révolution et les réservistes, pour faire face à toute capacité offensive des États-Unis avec des troupes au sol. Ils sont prêts. Ils sont plus que prêts. En fait, beaucoup de leurs dirigeants accueilleraient favorablement une telle situation. Enfin pas. Vous savez, moi je n'accueillerais pas cela favorablement. Je ne veux voir personne mourir, pour quelque raison que ce soit. Je préférerais voir les gens, vous savez, régler leurs différends autour d'une table de négociation. Mais l'Iran est prêt. Donc, si Trump fait réellement ça, et j'espère que même en campagne électorale,
avec un cerveau diminué, il comprendrait que ce n'est pas une bonne idée. Le désastre serait énorme, énorme. Aucun soldat ne reviendrait vivant. Ils sont prêts à ce point-là. J'ai d'autres informations que je voudrais partager avec tout le monde, maintenant que vous en parlez. L'Iran possède plus de 15 000 missiles très avancés, hypersoniques, qui changent de direction en plein vol, et beaucoup d'entre eux sont équipés de munitions à sous-munitions. Ce qui signifie que lorsqu'ils explosent, ce n'est pas une seule bombe qui explose. C'est comme, vous savez, 100 bombes qui explosent. Et l'Iran n'en a même pas encore utilisé certaines. Enfin, il en a utilisé quelques-unes, mais pas beaucoup. Alors pourquoi pensez-vous que les États-Unis, avec, vous savez, leur flotte de porte-avions, n'ont pas essayé de traverser le détroit d'Ormuz? Parce que les amiraux savent que s'ils y vont, ce sera une humiliation. Donc vous avez tout à fait raison. L'Iran n'est pas le Venezuela. L'Iran n'est pas l'Irak. L'Iran compte 90 millions d'habitants. Les propos vulgaires de Trump sur l'élimination de cette civilisation impliqueraient que Trump fasse exploser sur l'Iran non pas une bombe nucléaire, mais peut-être 100 bombes nucléaires. Et je ne crois pas que la Chine ou la Russie vont rester les bras croisés pendant que les États-Unis se livrent à ce type d'atrocité. En réalité, mon analyse et celle de mes collègues ici, et vous êtes désormais mon collègue, donc j'accueillerai volontiers votre analyse, c'est qu'il n'a pas d'autre choix que de déclarer victoire et de partir. Et c'est, m'a-t-on dit, ce qui se passe dans les communications entre l'Iran et les États-Unis. Vous savez, par l'intermédiaire du Pakistan, qui transmet des messages dans les deux sens. Et cela pourrait arriver, à moins que Netanyahou, une fois de plus, ne le pousse à faire quelque chose de très très stupide. Qu'en pensez-vous? Oui, vous avez raison. Je veux dire, la meilleure chose qu'il pourrait faire, ce serait simplement de dire « on a gagné, aha, partons ». Je ne pense pas que beaucoup de gens le croiraient aujourd'hui, parce que les gens suivent davantage les médias indépendants. Ils savent que les États-Unis n'ont pas gagné. Ils voient les vidéos, tout comme moi. Ils voient le type de capacité militaire dont dispose l'Iran. Mais il s'est vraiment mis dans une mauvaise situation. L'autre problème, c'est celui qu'on a évoqué, les troupes au sol. Même par les airs, le gouvernement américain a montré qu'il ne pouvait pas vaincre l'Iran non plus. Le nombre de fois où ces drones et ces avions de chasse ont été abattus par l'Iran, il n'y a aucun moyen de les battre comme ça. Donc ils savent que les armes, une grande partie de l'uranium et tout le reste sont enfouis très profondément sous terre et qu'ils ne peuvent pas les atteindre. Et ce n'est pas quelque chose qu'ils veulent admettre devant le peuple américain. Ils ne veulent pas leur dire, tenir une conférence de presse et déclarer « En réalité, on ne peut rien faire. Les armes sont enfouies très profondément sous terre. » Et vous savez, à ce stade, il essaie de sauver la face. Mais ça m'amène à me poser des questions parce qu'on se rapproche des élections de mi-mandat qui auront lieu en novembre. Et puis, avant même qu'on s'en rende compte, je n'arrive pas à y croire. Ce sera 2028 et il sera temps d'avoir une nouvelle élection présidentielle. Les gens savent très bien que faire campagne avec ce type de message favorable à la guerre n'est plus populaire aux États-Unis. Et il y a une raison pour laquelle les présidents avant Trump n'ont pas frappé l'Iran. Ça ne veut pas dire qu'ils n'y ont pas pensé ou qu'ils n'en ont pas parlé. Mais ils savaient que ce serait perdant, un échec total, quoi. Cela commence à susciter d'autres débats sur ce que les Américains veulent réellement. Et l'élection présidentielle de 2024 en est un très bon exemple. Le nombre de personnes qui ont choisi de ne pas voter pour Kamala Harris parce qu'elle a dit qu'elle ne suspendrait pas les livraisons d'armes à Israël, c'est réel. Donc, à l'approche de 2028, quiconque tiendra un discours de néoconservateur
ce sera rédhibitoire. Cela dit, Trump a affirmé qu'il allait mettre fin à ces guerres. Et c'est pour ça que certaines personnes ont voté pour lui, parce qu'il disait qu'il allait mettre fin au génocide à Gaza. Il n'a pas employé le mot génocide, mais il a dit qu'il allait y mettre un terme. Ce n'est pas ce qui se passe. Israël continue de tuer des Palestiniens à Gaza. Il y a aussi beaucoup d'activités violentes de colons en ce moment en Cisjordanie. Donc non, il essaie simplement de mettre le peuple palestinien dans une autre cage. Il essaie aussi de construire une base militaire américaine juste à l'extérieur de Gaza pour essentiellement patrouiller et continuer à occuper les Palestiniens sur place. Donc jusqu'à présent, Donald Trump a essentiellement, vous savez, renié beaucoup des promesses sur lesquelles il s'est présenté en 2024. Cela pose la question de ce qui va suivre. Pour l'instant, on dirait que ce sera J.D. Vance ou Marco Rubio, ou les deux, qui se présenteront à une fonction en 2028. Du côté républicain, J.D. Vance est très clairement une marionnette de Peter Thiel. Il a été créé par lui. Marco Rubio est un néoconservateur et il a voté pour absolument toutes les guerres. Donc ça va être une période intéressante. Et je pense que les démocrates vont devoir trouver quelqu'un qui soit totalement opposé à la guerre. Sinon, ça pourrait être l'occasion pour quelqu'un de se présenter en indépendant ou sous l'étiquette d'un tiers parti, quelqu'un qui est connu, qui est identifié comme opposé à ces guerres et qui pourrait vraiment percer. En ce moment, certains appellent Thomas Massie et peut-être Ro Khanna à se présenter à la présidence, voire à se présenter ensemble sur ce message. Je pense que les gens cherchent quelque chose d'un peu différent. Mais une chose que j'ai remarquée, même en discutant simplement avec des gens sur le terrain, c'est que la majorité des Américains ne veulent pas de ces guerres. Eh bien, je vous ai dit que cette guerre est encore moins populaire que la guerre du Vietnam, quand des Américains étaient évacués depuis un toit, Sabrina. Et moi, j'ai pu voir ça. Je remonte à cette époque, quand j'étais étudiant. Donc je n'arrive pas à imaginer que cette guerre puisse être populaire auprès de qui que ce soit. Sabrina, je vais faire une prédiction audacieuse. Je veux votre dernier commentaire avant de conclure. Au vu de tout ce que nous avons vu, et même de tout ce que nous avons évoqué jusqu'à présent, Trump peut faire beaucoup de bruit, multiplier les déclarations véhémentes. Mais cette guerre ne se terminera pas avec les États-Unis qui en ressortent vainqueurs, de quelque manière que ce soit. Et avec ça, toutes les bases disparaissent. Toutes les capacités disparaissent. Le pétrodollar est détruit parce que l'Iran ne va pas vendre son pétrole en dollars. Et quand l'Iran ne le fera plus et que toutes les bases auront disparu, aucun de ces pays du Golfe ne voudra soutenir le dollar uniquement pour soutenir le dollar, même s'ils n'ont été jusqu'à présent que des vassaux. Le monde va changer. Selon vous, que se passe-t-il ensuite? Nous sommes face à la possibilité d'une catastrophe mondiale. En ce moment, aux États-Unis, des agriculteurs ressentent déjà la pression parce qu'ils dépendent des engrais pour faire pousser leur culture. Or, une grande partie de ces engrais est fabriquée à partir de pétrole brut, à partir d'une partie de ce pétrole. Donc cela touche tout le monde. Ce ne sont pas seulement les prix en hausse à la pompe, n'est-ce pas? C'est sans doute la chose la plus facile à remarquer. Mais il y a tout le reste. Les camions qui utilisent du diesel pour transporter la nourriture vers les supermarchés ou les fournitures vers certains autres magasins de proximité. Ça coûte de l'argent. Donc, à mesure que le prix de l'essence continue d'augmenter, le coût des marchandises augmente aussi. C'est donc un gros problème. On a également rapporté récemment
que le dollar américain n'a plus que 30% de son pouvoir d'achat en 2026. Alors, nous assistons au déclin de l'empire américain. Et aucun empire ne reste un empire pour toujours. Tout le monde finit par tomber. Malheureusement, notre gouvernement a décidé de mettre davantage d'argent dans les guerres plutôt que de s'occuper du peuple américain. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé là. Eh bien, avec 40 000 milliards de dollars de dette et 100 pétrodollars, Sabrina, cette fin arrivera plus tôt que tard. J'ai passé le début de ma vie professionnelle à travailler dans le secteur financier et à développer, malheureusement, la structure qui soutenait le pétrodollar. Je le regrette et je n'en suis pas fier aujourd'hui. Mais tout cet édifice est en train de s'effondrer sous nos yeux. L'une des raisons pour lesquelles nous avons créé cette chaîne, c'est d'apporter à notre public ce type d'information, ce type d'analyse éclairée, d'analyse intelligente que vous ne trouverez pas dans les médias traditionnels, parce que ces médias sont soumis aux intérêts des grandes entreprises. Et beaucoup de médias indépendants n'ont tout simplement pas l'accès que nous avons l'honneur d'avoir. C'est donc notre première émission avec Sabrina, et nous espérons qu'il y en aura beaucoup d'autres. Merci infiniment, Sabrina. Nous sommes très honorés de vous avoir ici, et nous avons vraiment hâte d'entendre d'autres analyses aussi pertinentes de votre part. À notre public, si vous aimez ce que nous faisons, cliquez sur le bouton « S'abonner », cliquez sur « J'aime ». Et si vous voulez recevoir notre briefing chaque semaine dans votre boîte mail, rendez-vous sur Substack et devenez membre payant pour la modique somme de 5 $ par mois. Sabrina, souhaitez-vous dire quelques mots pour conclure, s'il vous plaît? Sabrina, would you like to say something in closing, please? Bien sûr. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai hâte de faire davantage de choses avec vous. Et si vous voulez voir mon travail, vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube. Ma chaîne s'appelle Savvy Savs. N'hésitez pas à vous abonner à Savvy Savs. C'est d'ailleurs comme ça que nous avons découvert Sabrina. Nous avons vu l'excellent travail qu'elle faisait et nous avons été très heureux de lui adresser cette invitation et honorés lorsqu'elle a accepté. Alors n'hésitez pas à vous y abonner, tout comme nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne Transition Protocole. Merci Sabrina. Merci beaucoup. On se reverra. Enfin, je vous reverrai ici dans une semaine, à notre horaire, soit 17h30, heure de l'Est. Merci. Merci.